Merci beaucoup. Eh bien, deux témoignages. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais d'abord donner la parole à Philippe. Il y a trois femmes. Hein, non, c'est pour... Mais c'est l'ordre qui est marqué, moi je suis. Alors, je ne sais pas si tu as une diapo. Oui, c'est ce qui suit. D'accord. Sinon, ils vont enrôler. Ok, ça marche, merci. Bonjour à tous. Alors j'interviens en premier ce matin pour planter un peu le décor. J'avoue que la préparation a été succincte, donc j'ai juste quelques diapos pour présenter un projet qui nous intéresse tous. Une des particularités de l'enseignement agricole, c'est d'être implanté sur l'ensemble des territoires. Et une autre des particularités de l'enseignement agricole, c'est aussi de développer des projets qui ne sont pas uniquement et simplement centrés sur la formation et l'enseignement, mais aussi sur le développement, sur la recherche d'emploi, etc. Donc on est bien dans le sujet. Je vais vous présenter rapidement un projet qui est porté par le réseau des maisons familiales, qui l'a été déjà par une expérimentation entre 2012 et 2018, par les maisons familiales de Franche-Comté à l'époque, et qui, étant donné qu'il donnait des résultats intéressants en termes d'insertion et de facilitation, on a été sollicité avec un certain nombre d'acteurs que vous avez à l'écran là pour relancer cette dynamique et remettre en place un projet qui au départ s'appelait un apprenti de toit et qui aujourd'hui s'appelle un projet de toit, mais qui garde le même esprit, c'est-à-dire faciliter l'hébergement et le transport, alors plutôt des jeunes apprenants pour nous ici aujourd'hui dans la salle, mais aussi des jeunes qui sont dans des missions type service civique, donc qui ont peu de moyens, ou dans des contrats précaires, qui peuvent être des contrats saisonniers, ou des premiers contrats d'emploi, d'accès à l'emploi, des contrats aidés. Et donc l'objectif, ça va être d'essayer de mailler sur l'ensemble des territoires, de mailler les territoires avec des référents locaux qui vont pouvoir accompagner les demandes d'hébergement ou de transport sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais changer la diapo tout de suite. Normalement, ça marche, voilà. Donc, les deux priorités de ce projet-là, et c'est déjà ce qui existait dans la première expérimentation, c'était de lever les freins à l'emploi et à la formation. Et on en a déjà parlé ce matin, on en parle régulièrement. Les deux freins les plus récurrents sont ceux de l'hébergement et du transport. Donc pour essayer d'apporter une partie de réponse à cette problématique, on a travaillé à organiser avec un ensemble d'acteurs qui couvrent le territoire une animation autour d'un réseau de référents locaux. Alors, le projet est porté par les acteurs du monde rural essentiellement, puisque les difficultés de transport et d'hébergement sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus sensibles dans les zones rurales. Mais on a également des acteurs qui interviennent en zone périurbaine, voire urbaine, parce que les problématiques d'hébergement et de coûts d'hébergement existent aussi sur ces territoires-là. Donc aujourd'hui, on est dans la phase de mobilisation des moyens. Je remercie l'écoute qu'on a toujours de manière bienveillante au Conseil régional et puis dans les services du Conseil régional qui sont liés à l'orientation et à la formation. On a également des acteurs, du secteur privé qui s'intéressent au projet, comme le groupe Action Logement. Mais on a aussi les services de l'État qui nous accompagnent fortement aujourd'hui dans le développement du projet, Pôle emploi et la DRITS pour ne pas les nommer. Je vais aller assez vite parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je perde de temps. Donc, le dispositif qui est porté par le réseau des maisons familiales repose sur ce que vous avez en jaune en bas, c'est-à-dire un ensemble de référents locaux, alors entre 80 et 100 sur l'ensemble de la région, qui sont identifiés dans les partenaires du réseau. Donc ça va être la MSA, ça va être Famille Rurale, ça va être les maisons familiales rurales, ça va être les acteurs de l'enseignement agricole public, ça va être les établissements de l'enseignement agricole privé catholique qui ont montré leur volonté de pouvoir participer. Ça va être aussi les référents du CRIJ ou du PIGE. Donc un certain nombre d'acteurs qui sont installés en territoire, dans les territoires et qui connaissent bien leur territoire. Ce qui est la clé de réussite de l'expérimentation, c'était ça. C'est que quand on envoie une demande, parce qu'on va la recevoir
d'hébergement ou de faciliter le transport, on la fait passer à la personne qui, sur le territoire, va pouvoir trouver la réponse la plus adaptée à la demande, parce qu'il peut y avoir des problématiques de temps, de durée. Ça peut être des fois un hébergement pour quelques jours, ça peut être un hébergement pour plusieurs mois ou quelques semaines. Et puis, il peut y avoir des problématiques de transport, parce qu'on peut rejoindre l'hébergement soit une fois par mois, soit il faut pouvoir s'organiser pour rentrer tous les week-ends. Donc ça, c'est des choses qui sont organisées, et la personne qui est le référent local est la personne qui est la plus à même de trouver les bonnes solutions au bon endroit. Parce que si on commence à parler d'hébergement, on a différents types d'hébergements. On va avoir les hébergements collectifs, mais on a aussi, et beaucoup utilisé pendant la période d'expérimentation, l'hébergement diffus, donc chez l'habitant. Et on essaye d'outiller les gens qui accompagnent les demandes sur le plan juridique, pour que ça puisse être géré. Et puis, on a aussi les difficultés du transport. Et là, on a effectivement, souvent, on pense au transport collectif. Et la région nous y pousse, et c'est bien. Sauf que le transport collectif, il a des limites dans son utilisation, dans sa capacité à rejoindre un lieu particulier. Et parfois, sur les territoires, on commence à avoir... je sais que sur plusieurs territoires avec lesquels on a commencé à travailler, il y a des solutions associatives, il y a des associations qui soit prêtent du matériel de transport, soit organisent sous la forme d'un covoiturage l'accès à certaines communes. Et donc ça, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui connaît bien son territoire et qui peut mettre en relation les différents acteurs qui vont pouvoir répondre à la personne en recherche. En bleu, vous avez les cibles potentielles du projet qui est en train de se positionner. Donc évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est les jeunes. Et c'est les jeunes en formation, parce que c'est souvent un frein, et souvent il y a des choix. On parlait d'orientation tout à l'heure, mais un des éléments contre lequel il faut lutter régulièrement, c'est le choix par défaut, par proximité. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi comme établissement de formation ? Finalement, c'est ça que je vais faire, parce que je ne peux pas, ou je ne veux pas, ou c'est trop compliqué pour moi d'aller dans le département d'à côté ou à un autre endroit de la région. Donc l'idée, c'est aussi de lever ces freins-là et de faciliter l'orientation des jeunes, y compris quand elles sont en recherche d'une entreprise qui les accueille. Évidemment, on en a parlé, tous les jeunes qui sont en contrat précaire, en CDD, que ce soit des saisonniers ou autres. Et puis, j'ai découvert en construisant et en travaillant sur le projet, tous les jeunes qui sont aujourd'hui en mission de service, alors ou civique ou européen. Ils sont près de 4000 en région Bourgogne-Franche-Comté chaque année, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et c'est des jeunes qui finalement ont très peu de moyens, puisque les missions de service civique, c'est une indemnité mensuelle, et qui du coup sont souvent demandeurs d'hébergement ou de solutions qui soient accessibles, pas chères. Donc voilà, on a rentré dans le groupe de réflexion la cellule régionale qui gère le service civique. Bien sûr, il y aura à produire un peu de communication pour faire connaître le dispositif, et puis à recueillir les demandes. Et le carré en bas à votre droite renvoie en fait sur une plateforme numérique, puisque alors ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui tout est plateforme. On en gère tous au moins une dizaine, où il faut aller renseigner de l'information, faire remonter des données. Là, l'idée, ça va être de former les référents locaux à l'usage de la plateforme pour qu'ils puissent identifier les demandes, les caractériser, et puis qu'on puisse entre guillemets, les soumettre à la bonne personne sur le bon territoire. Et donc cette plateforme numérique, elle sera à la fois un lieu ouvert à l'extérieur pour le plus grand nombre et pour pouvoir déposer une demande, mais aussi un lieu avec une partie back-office qui permettra de mettre à jour et de tenir à jour l'animation du réseau des référents, la partie juridique, tout ce qui est contrat, assurance, de permettre à tous les partenaires, je parlais d'Action Logement tout à l'heure ou de l'Urage, mais ils ont des dispositifs pour faciliter l'hébergement, sauf que ces dispositifs-là, si vous commencez à travailler avec Action Logement, ils sont relativement compliqués, ils dépendent de l'entreprise, de son secteur professionnel, du nombre de salariés dans l'entreprise. Et l'apprenti qui démarre, en fonction de l'entreprise, il a le droit ou pas droit à tel type ou tel type d'aide. Donc tout ça étant très technique, la plateforme permettra de faciliter à chaque référent l'information à la personne en demande pour qu'elle puisse aller chercher ce à quoi elle a droit, là où elle peut.
Et puis, bien sûr, il y a le carré en haut à gauche qui est le comité de pilotage, donc le petit groupe technique avec lequel on se réunit maintenant depuis près d'un an pour remettre en place le dispositif. Voilà pour la partie plateforme. Deux questions, Philippe. Pourrions-nous imaginer, c'est-à-dire que ce dispositif est encore à l'état expérimental? Alors, il a été expérimenté sur les départements de la Franche-Comté par mon prédécesseur Jean-Michel Joly. Oui. Avec la MSA de Franche-Comté et les familles rurales à l'époque de Franche-Comté. Il a produit pendant 5 ans des solutions d'hébergement et puis il s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas de financement pérenne. Donc tout reposait sur la bonne volonté et l'engagement bénévole des référents locaux qui étaient soit dans le réseau de familles rurales, soit les assistantes sociales de la MSA, soit les directeurs ou les moniteurs de maisons familiales. Aujourd'hui, l'idée, c'est de repartir sur cette idée, ce qui a bien fonctionné dans l'expérimentation, retenir ça. Mais sur l'ensemble de la région. Mais sur l'ensemble de la région, et en associant le plus grand nombre de partenaires possible pour mieux mailler l'ensemble des territoires. D'accord. Deuxième question, public ciblé de l'action, quel est le profil des jeunes là? Alors, il n'y a pas de profil a priori. Non. On a demandé au conseil régional de nous donner une estimation du nombre de jeunes en lycée professionnel qui pourraient avoir des stages. Ça pourrait être ça, un jeune de troisième qui veut faire un stage et qui a une idée très particulière et qui veut le faire dans une entreprise qui n'est pas à proximité de chez lui. On pourrait lui trouver une solution d'hébergement. On pourrait le faire pour des lycées professionnels. On peut le faire pour les élèves de l'enseignement agricole. On peut le faire pour tout le monde. L'idée, c'est d'ouvrir le dispositif le plus possible pour que en fait, on s'est rendu compte au bout de 5 ans que le dispositif où il avait bien fonctionné, c'est là où il avait été le mieux demandé parce que les gens qui faisaient l'accueil, soit en habitat chez eux, soit en habitat collectif, et ben du coup, ils rendaient dynamique le processus. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus large public possible pour qu'il y ait le plus d'accueil possible, pour que le processus fonctionne presque de lui-même. Parce que le bouche à oreille est le premier vecteur de connaissance du dispositif. Très bien. Voilà. Tu as d'autres... J'avais une petite diapo financière, mais parce que ça me permet de remercier, puisqu'on a pendant... J'ai dit tout à l'heure que le dispositif expérimental s'était éteint de lui-même parce qu'il n'y avait pas de maquette financière qui avait pu être défendue auprès des pouvoirs publics ou des acteurs financiers privés. Aujourd'hui, on est en train de le faire. On avance petit à petit. On est sur des pistes intéressantes de financement et je remercie ceux qui vont avancer avec nous sur ce sujet-là, dont le conseil régional, la cellule FSE, etc. Et puis, peut-être redire que l'idée, c'est d'avoir un premier lancement sur les 3 premières années avec, et le ministère du Travail nous a demandé récemment de revoir notre copie, puisqu'on leur avait fait une réponse en appel à manifestation d'intérêt. Et l'idée, ça va être de relancer le... La diapo précédente, là, il y avait le financement ou pas, non? Non, il n'y a que les dépenses. Ah oui, ouais, je suis prudent. Prudent, oui, tant que je n'ai pas d'engagement. Il y a des bonnes volontés qui se sont manifestées. Je ne veux pas les doucher tout de suite. C'est bon. Voilà, donc là, on est bien sur l'idée d'avoir, dans les 3 ans constitué, et ça va être le plus gros travail, le réseau des référents locaux, parce qu'il faudra identifier les personnes, les former, les sensibiliser à la question du logement et du transport sur leur milieu, dans leur territoire, et puis les outiller pour qu'ils puissent répondre aux demandes sans prendre de risques ou sans faire prendre de risques ni aux demandeurs, ni à l'hébergeur, ni aux transporteurs. Et donc capitaliser tout ça pour que cette mission-là, qui est un peu la nôtre à chacun, on est tous d'accord pour dire que le transport et l'hébergement, c'est une difficulté. Mais quand on en parle, qu'on en parle en préfecture, qu'on en parle avec le conseil régional, qu'on en parle avec l'État, tout le monde dit oui, c'est important, mais personne ne se sent particulièrement... Il n'y a pas un ministère du transport et de l'hébergement de la jeunesse pour le travail. Et du coup, tout le monde dit c'est bien, mais nous, on cofinance. Voilà, tout le monde cofinance, mais personne ne se lance dans le financement. Donc là, l'idée, et c'est pour ça que je vais avancer là-dessus aujourd'hui avec le groupe avec lequel on travaille,
c'est de trouver une maquette financière qui permette de lancer le truc. Le ministère du Travail trouve ça très intéressant, mais comme les résultats de capitalisation de la première expérimentation commencent à être un peu vieux, ils sont un peu frileux pour y mettre des billes tout de suite. L'idée, c'est de tester quelque chose et peut-être de le reproduire, sachant qu'il y a des modèles un peu similaires qui existent déjà dans d'autres régions, mais qui n'ont pas tout à fait la même forme, qui sont souvent promus pour faire ou souvent mis en avant pour faire la promotion de l'habitat diffus en zone rurale, avec deux objectifs. Le premier, c'est de faciliter et d'apporter un complément de revenus, et je le dis là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de l'accueil, et du coup ça peut être un complément de revenus et nous pouvons apporter une forme de clientèle. Et puis, et c'est le credo de Famille Rurale, renforcer le lien social ou entretenir le lien social sur un tissu rural qui souvent s'appauvrit. Voilà. Je crois que la prochaine n'est pas à moi. Merci. Voilà pour ce qui est du projet que je devais vous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a, par rapport à cette présentation, avant de passer au deuxième témoignage, des questions? Je vous laisse réfléchir. Oui, Madame Girardet. Présente-toi. Donc, Catherine Girardet, je suis proviseure de l'EPL de Val d'Oie. Donc, on a aussi des réseaux qui existent avec... enfin, ce n'est pas des réseaux, mais on propose de l'internat dans nos lycées. Et comment on peut les intégrer peut-être pour une ou deux chambres dans des projets tels que cela. Voilà ma question. Alors, le comment, je n'ai pas encore la réponse. Par contre, on avait bien noté, et Yannick Sévelinge et Marie-Catherine suivent le travail qu'on produit avec l'ensemble des collègues. Et on a déjà, évidemment, intégré comme une solution possible les internats des établissements de l'enseignement scolaire, d'ailleurs qu'ils soient agricoles ou lycées professionnels. Après, il va falloir qu'on aille plus loin pour voir lesquels, où, comment, sur quelle disponibilité. Alors, en maison familiale, on accueille facilement des élèves qui viennent d'autres établissements, mais on a la chance d'avoir des groupes en alternance permanent et du coup, on peut libérer ou dédier une chambre pour 1, 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile à faire et à organiser. Mais ça reste ouvert. Ouais. L'idée, c'est bien d'ouvrir le plus possible. Alors, on est bien dans un projet de coopération. On rencontre tous les mêmes difficultés avec nos apprenants sur cette question-là. Donc, l'idée, c'est de voir comment, ensemble, on peut apporter des réponses. Alors, on ne trouvera pas toutes les réponses, mais on peut apporter des réponses et on peut faciliter l'orientation de ces jeunes-là dans nos établissements parce qu'on lève un frein. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention et ce beau projet. Je vais donner la parole au deuxième témoignage. Peut-être Marie-Ange, quelques mots d'introduction. Juste quelques mots d'introduction pour présenter donc le projet qui a lieu aujourd'hui à Chamblanc, donc à côté de Sœurs, un lycée agricole qui s'est associé avec une école de production. Et pour cela, je laisse la parole à Martine Hébert, la directrice du lycée de Chamblanc, et à Hélène Redondeau, la directrice de l'école de production. Bonjour à tous et à toutes. Donc, alors, pourquoi avoir ouvert une école de production et quels sont les enjeux par rapport au lycée ? Le premier, pourquoi donc avoir ouvert cette école de production ? Nous avions dans l'objectif de valoriser l'implantation de nouvelles structures. En 2006, nous avons la construction d'un internat de 60 places et en 2014, la construction d'un bâtiment de restauration de 150 places et une cuisine pédagogique. Donc l'objectif était de rentabiliser et d'utiliser les infrastructures au maximum de leur potentiel et d'élargir aussi le service au niveau des communautés de communes pour accueillir de jeunes élèves d'école primaire.
Deuxième constat, nous sommes confrontés à une problématique. Nous avons des jeunes de moins de 16 ans qui n'ont pas forcément l'objectif d'aller sur l'apprentissage, sur de l'alternance ou tout simplement sur une voie scolaire traditionnelle. Et donc, ils désirent poursuivre leurs études vers d'autres modalités. Pardon, excusez-moi. Donc, cette étude de marché a mis en évidence un besoin aussi de restauration collective sur le bassin de Beaune. Face à ces trois constats, il a été mis en place un comité de pilotage chargé de réfléchir sur ces points à développer. C'est comme ça qu'a abouti l'ouverture et l'accueil de l'école de production sur le lycée Anne-Marie Javoué. Donc le principe de cette école, c'est une autre façon d'apprendre un métier. On apprend en faisant. Cette offre est une modalité alternative de formation, complémentaire à nos formations, qui sont aussi nos formations scolaires. Elles permettent de développer notre carte de formation et de toucher d'autres publics, comme par exemple les jeunes décrocheurs, qui ne trouvent pas forcément des solutions sur leur formation. Cette modalité d'apprentissage n'est pas du tout concurrentielle avec la voie scolaire traditionnelle. Elle est complémentaire. Sur le lycée Anne-Marie Javoué, on a créé des passerelles entre l'école de production et le lycée. Donc, on a des jeunes qui commencent une formation sur le lycée et qui, par la suite, passent sur l'école de production, sur des CAP, et inversement. Les avantages. On élargit l'offre de formation et on rend l'établissement plus visible et plus attractif sur le territoire. On propose une communication mutualisée sur les deux écoles. On a une meilleure gestion des équipements, notamment de la salle de restauration, de la cuisine pédagogique et toutes les infrastructures qui sont sportives. On a aussi un meilleur service au niveau de la restauration, puisque actuellement, on est capable d'assurer toute l'année 72% de légumes frais sur les différents services du soir et du midi. 20% des produits cuisinés, ce sont des produits bio. On fait du lien aussi avec notre formation CAP métier de l'agriculture, puisqu'on est en option maraîchage bio. Et donc, actuellement, la production et la culture de plantes aromatiques. Et donc, ça permet à nos jeunes aussi de donner du sens à notre formation et de montrer l'utilité de cette production. On a aussi une autre opportunité qui est de faire des stages. Nos jeunes ont l'opportunité au lycée de faire des stages sur l'école de production, notamment en restauration. C'est un énorme challenge pour ces jeunes de l'école de production, parce que leur objectif journalier, c'est de nourrir et de pallier à 250 repas par jour, que ce soit au niveau du lycée, que ce soit au niveau du personnel de l'établissement et que ce soit aussi au niveau des écoles de la communauté de communes, puisque nous accueillons aussi le midi 82 élèves de ces écoles primaires. Voilà. Donc c'est vraiment un challenge. Ils sont aussi accompagnés par leur maître professionnel qui lui aussi les accompagne tout au long de cette formation. Je vous remercie et je vais passer la parole à Hélène Redondo. Voilà, puisque nous on est en tandem. Donc je suis Hélène Redondo et je suis donc directrice de 2 écoles de production situées autour de Sœurs. Dont l'une est adossée au lycée agricole Anne-Marie Javoué. Donc, avant d'exercer cette fonction, j'ai été directrice de centre de formation d'apprentis dans le domaine du tertiaire ou du bâtiment, au sein de très grosses structures, et j'ai découvert depuis maintenant 8 mois l'activité d'une école de production. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est simplement de vous présenter ce qu'est une école de production. On va dire que c'est un petit peu la 3e voie de formation si on considère que la modalité de la voie scolaire est la première et l'apprentissage qui s'est beaucoup développé est la seconde. C'était un petit peu le chaînon manquant. Monsieur Fayolle a longuement évoqué les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes pour trouver parfois, par rapport aux problèmes, aux questions de la mobilité, du transport et de l'hébergement.
Dans les territoires ruraux, ils y sont beaucoup confrontés. Trouver de l'apprentissage quand on a en tout et pour tout un scooter ou un vélo pour aller dans l'entreprise d'accueil autour de chez soi, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient, à partir de 15 ans, poursuivre leur formation en faisant de l'apprentissage, mais qui n'en ont pas la possibilité pour des questions de mobilité. Qui n'en ont pas la possibilité parce que socialement, ils ne sont pas prêts à ça, ils n'ont pas encore la maturité. Et pour ces jeunes-là et pour d'autres décrocheurs scolaires aussi, les écoles de production présentent une troisième voie qui consiste en fait à avoir un statut scolaire, mais en même temps à passer 2/3 de leur temps de formation en produisant. Donc dans une école de production, on passe à minima 21 à 25 heures par semaine à faire de la production. Dans l'occurrence à Chamblanc, nos jeunes ont supplanté une société de restauration qui était là pour assurer la prestation de restauration collective au quotidien pour le lycée, c'est-à-dire effectivement produire 250 repas par jour. Donc les jeunes de cette école de production sont encadrés par des maîtres professionnels. Les écoles de production sont des établissements privés hors contrat, qui proposent aux jeunes une formation gratuite. Donc les jeunes qui sont chez nous n'ont rien à payer. Et ils sont toute la semaine dans une situation où ils sont mis vraiment dans une vraie condition professionnelle. C'est-à-dire qu'ils accompagnent depuis la rédaction du devis jusqu'à la livraison de la prestation. Ils sont vraiment dans une situation de mise en position d'être de vrais professionnels. Et ça donne beaucoup de sens aux apprentissages et ça permet à des jeunes qui avaient décroché de renouer avec un vrai parcours scolaire et de reprendre parfois leur formation. Et c'est pour ça qu'il y a des vraies passerelles avec le lycée par la suite dans le domaine de l'apprentissage ou de poursuivre leur formation de façon classique. Donc en école de production, le principe, comme l'a dit Martine, c'est le faire pour apprendre. Ça, c'est Et dans toutes les écoles de production, 2/3 du temps est passé à la livraison ou à la fabrication de ce qu'on appelle, nous, des chantiers, du moins des mises en situation professionnelle. Juste une question, qu'est-ce qui vous lie avec l'école de Chamblanc finalement? Parce que vous dites que vous êtes un établissement hors contrat. Tout à fait. Vous avez une convention avec le... Alors, on a des Chamblanc, conventions qui sont toutes simples, en fait, qui sont des conventions de mise à disposition de moyens aujourd'hui. La contractualisation, elle passe uniquement par le partage de plateaux pédagogiques, le partage de structures. De moyens humains. De moyens humains, parfois aussi, un petit peu. On peut très bien imaginer, ce n'est pas le cas aujourd'hui ou très peu, mais que des enseignants du lycée puissent intervenir sous forme de vacation pour le compte de l'école de production. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les infrastructures que nous partageons, mais également aussi en termes de, au quotidien, comme Madame Hébert l'a expliqué, la communication, la promotion de l'établissement. On essaye de mutualiser tout ça, bien sûr. C'est notre intérêt. Le gros moyen qu'on partage, et c'était la condition sine qua non pour nous, école de production, c'était d'avoir un internat. Parce que faire venir les jeunes en zone rurale, si on n'a pas une possibilité d'hébergement, c'est Combien de jeunes? Alors, dans des écoles de production, on a toujours des tout petits effectifs. Là, aujourd'hui, sur Chamblanc, on a 8 jeunes. On en a une quinzaine d'autres dans une autre école à 10 km de là qui bénéficient aussi de l'internat de Chamblanc. Et là, on forme des employés polyvalents municipaux. Et donc, ce sont des infrastructures sur lesquelles on doit juste une autre s'appuyer. question, je me permets, quel est le statut de ces jeunes? Ils ont la voie scolaire, ils ont le statut d'étudiant. Donc ils sont inscrits à Chamblanc? Non, chez vous? Ils sont inscrits au sein de l'école de production. Mais chez vous, oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Non, mais c'était pour... Donc, et une autre question encore, il y a d'autres écoles de production en dehors sur le territoire français? Alors, sur le territoire français, il y en avait, à cette rentrée, il y en a 36 avec 12 Combien qui vous dites, 106? 36. 36. 36 à cette rentrée 2021, 12 qui sont en cours d'ouverture pour l'année 2021-22, ce qui portera à peu près à 46 ou 48 écoles en fin d'année. Il y a actuellement un appel à manifestation d'intérêt donc dans le cadre du plan France Relance qui a été porté par la Banque des Territoires, notamment en partenariat avec la Banque des Territoires. Alors, la manifestation d'intérêt, elle doit intervenir rapidement, parce que je crois que la date d'échéance, c'est le 15 octobre. L'objectif, et c'est celui qui a été donné à la Fédération nationale des écoles de production, c'est de développer ce modèle des écoles de production pour justement offrir cette troisième voie, cette modalité pédagogique à l'échelle nationale à un niveau beaucoup plus large.
Donc clairement, la lettre de mission de la FNEP, c'est de déployer ces écoles de production, et tout est fait. Et à l'échelle régionale, nous sommes très aidés, effectivement, y compris du point de vue financier, puisque la région concourt activement au financement de ces écoles. Voilà, il y a de vraies perspectives aujourd'hui et de vraies possibilités de développer. Vous pourriez conventionner avec d'autres établissements, en fait. Tout à Pas fait. uniquement des établissements du CNEAP, là. Voilà. Oui, non, les conventions peuvent se faire à tous les niveaux. Voilà. Et donc les écoles de production, aujourd'hui, voilà, il faut remettre les choses en place. Ce ne sont qu'à l'échelle nationale 1200 jeunes qui sont scolarisés actuellement, tout confondu en école de production. L'objectif, c'est de voir ce nombre s'accroître très fortement dans les années à venir. Vous avez terminé ? Alors peut-être une question, on est un peu contraint par le temps, je vous bouscule un peu, parce qu'il y a une question par rapport à ces deux témoignages, notamment celui qui vient d'être présenté là. Oui, Madame Girardet, le PEL de Valdois. Ça ? Alors, je vais faire court dans les questions. C'est quel âge ont les jeunes ? Quelle est la place dans leur parcours de vie, en fait ? Et est-ce que vous proposez des validations de blocs de compétences dans le cadre de ces formations ? Bien sûr. Réponse synthétique. Alors, les écoles de production s'adressent prioritairement à des jeunes de 15 à 18 ans. Les formations proposées sont des formations certifiantes. Donc nous avons des CAP, tout simplement, auxquels on peut ajouter des compléments de formation pour leur valider des compétences complémentaires qui dépassent celles de la certification éducation nationale. Et puis la troisième partie de votre question, c'est quelle est leur place voilà, dans leur parcours de vie. Voilà. Les écoles de production ont été vues vraiment comme un levier sûr et éprouvé pour conduire les jeunes vers la voie de la réussite professionnelle, mais les jeunes qui sont surtout en rupture scolaire, en situation de décrochage. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui, la majorité des jeunes que nous accueillons sont en situation de rupture scolaire, voire sociale. Donc on a un gros travail derrière, vous parliez de savoir-être, un gros travail éducatif pour leur permettre de reprendre pied et de, par la suite, reprendre sur des schémas éducatifs plus classiques, on va dire. Merci. D'autres interventions ? On va donc en rester là. Si encore ? Oui ? Oui, moi j'aimerais bien savoir, Bertrand Schmiden, CFPPA de Valdois, donc avec Catherine. Donc, la question des effectifs, vous avez dit petits effectifs, est-ce que c'est la règle générale? Et comment est structurée, comment se compose une équipe entre l'équipe pédagogique, administrative d'une école de production? C'est la règle générale. Il y a rarement plus de 12 jeunes dans une école de production, tout simplement parce qu'ils sont au quotidien en situation de fabriquer. Donc on ne peut pas imaginer, en l'occurrence là à Chamblanc, on a un chef de cuisine qui est en même temps maître professionnel. Dans l'autre école, qui est l'école buissonnière, ce sont des jeunes qui vont travailler sur des chantiers de bâtiments. On ne peut pas imaginer être en situation professionnelle et travailler, puisque le maître professionnel met la main à la pâte en même temps qu'eux. Il travaille avec eux. Il met son honneur professionnel dans la livraison d'un service ou d'un chantier réussi. Et il faut qu'il soit à la fois en situation de production et d'encadrement. Et ça, on ne peut pas l'imaginer avec des effectifs qui vont au-delà de 8 à 10 jeunes en même temps pour un seul maître professionnel. Donc les effectifs sont fatalement tout petits. On va vous remercier.